Si vous deviez expliquer à une personne qui n'a jamais été à l'université et qui n'ira jamais pour différentes raisons, pourquoi c'est important pour tout le monde ce qui se fait à l'université? Je pense qu'on pourrait prendre des thèmes précis. Euh, Par exemple, sur la question, pour expliquer qu'il y a des champs d'études féministes et des professeurs qui enseignent en études féministes. Ou en écologie, on prend des enjeux. On dit à des étudiants, mettons qu'on explique ça dans la famille, en telle année, il se passait ceci. Prenons l'exemple des pensionnats indiens. D'accord? Il y a des études autochtones dans les universités. Alors, les chercheurs qui sont là font en sorte de comprendre l'histoire de la situation des Autochtones aujourd'hui sur le territoire québécois et canadien. Et là, on parle concrètement de la nécessaire recherche en termes de politique publique, en termes d'histoire, en termes de conditions de vie, de telle population avec tels enjeux. On parle du très concret pour dire que la recherche est nécessaire pour faire avancer. On expliquerait, je ne sais pas moi, des étudiants du secondaire, voilà, les pensionnats indiens ont existé pour telle raison, il s'est passé telle chose, pourquoi parle-t-on de génocide? A-t-on raison de parler de génocide? Est-ce qu'ils ont existé jusqu'en 1996, je pense, ou 18? Et il faut que... On ne peut pas tout simplement là, regarder ça comme un gros amalgame indifférencié. Il faut qu'il y ait de la recherche, il faut que les gens enseignent aussi, que ce soit sur le droit de vote, que ce soit sur les droits de la personne. J'expliquerai les choses de cette façon-là. Que sans cette recherche-là dans les universités, on ne peut pas avancer, parce que la recherche, elle peut servir aux mouvements sociaux et inversement. Elle alimente la recherche. C'est un truc qui est en progrès, constamment. Là, il y a une méconnaissance complète de ce que ça fait. C'est ça. Depuis toujours, je me veux dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors là, l'idée de dire, on n'arrête pas de lire, parce qu'on ne se sent jamais à la hauteur. On a peut-être un mois de vacances, mais il y a combien de fois on lit pendant ce mois de vacances? Ou qu'on rédige des articles, etc. Puis combien de... Alors, la correction, etc. Il y a une méconnaissance. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait cette méconnaissance? Un peu. Si on est au début de sa carrière, c'est une chose. Si on est à la mi-carrière, c'est autre chose. Et si on est en fin de carrière, là, on fait exactement ce qu'on veut à la fin de la carrière. D'accord? On s'en fout. Et plus, moi, je remarque que plus... Maintenant les aînés, si on peut dire, les professeurs retraités sont du capital culturel, comme les fonctionnaires de l'État, qui sont des ressources extraordinaires, ils ont une formation qu'ils souvent ne peuvent pas transmettre, et d'où les gouvernements sont toujours en train de refaire. Au ministère de l'Immigration, ils refont sans cesse la politique d'immigration. Ils sont même plus capables de trouver probablement les anciennes versions dans leur boîte ou dans leur ordinateur. D'accord? Donc, ce capital se perd. Pourtant, s'il y a un moment dans la vie de quelqu'un qui est professeur où on a la pleine liberté, avec sans haine, sans agressivité, c'est vraiment quand on est proche de la retraite. Parce qu'on n'a plus à tenir compte de ce qu'il faut faire pour avoir l'évaluation des enseignants, des étudiants, les évaluations de cours, qui comptent pour les évaluations aux 5 ans. D'accord? Il faut faire beaucoup de compromis avec les étudiants pour avoir une bonne évaluation. Et on s'est rendu compte avec le temps à quel point c'était inacceptable, dans certains cas, les compromis qu'on fait.